Bonsoir. Dans les relations entre États, comme dans les préjugés qu'on peut avoir sur les peuples, les clichés ont la vie dure. Prenez le Sahara. C'est un désert, vide, qui fait barrière entre Méditerranée et Afrique subsaharienne, et où, bien sûr, personne ne peut vivre. Je vais donc tenter aujourd'hui de vous montrer que le Sahara n'est pas une frontière, mais une charnière, un nouveau lieu de commerce et de vie, et une voie entre l'Afrique et l'Europe. Avec 8,5 millions de kilomètres carrés, le Sahara est le plus grand désert au monde. De l'Atlantique à la mer Rouge, 6 000 kilomètres. De la côte méditerranéenne aux steppes du Sahel, 2 000 kilomètres. Sahara, c'est dérivé d'un mot arabe qui veut dire ocre, en référence à la couleur dominante de ces paysages. Le Sahara, ce n'est pas fait que de sable. Il y a de grands massifs montagneux, comme le massif du Hogar, à 3000 mètres d'altitude en Algérie, ou le volcan de l'Emikoussi, à 3500 mètres dans le massif du Tibesti, au nord du Tchad. Le Sahara, c'est le domaine de l'aridité, et pourtant il y a le grand axe sud-nord du Nil, il y a la végétation du désert que l'on trouve dans les oasis, et les peintures rupestres en Algérie, en Libye, au Soudan, indiquent une faune et une flore très riches, qui nous rappellent que le climat actuel du Sahara ne s'est mis en place qu'il y a 3 ou 4 000 ans. Vu d'Europe, le Sahara est longtemps considéré comme une frontière ultime, un espace fini, isolé, et qui fabrique des mythes. Au Moyen-Âge, on le croit peuplé d'animaux fantastiques. Aujourd'hui, on le conçoit vide, sec, seulement parcouru de Touaregs, des hommes bleus, nomades, et seuls habitants du Sahara. Eh bien, en fait, le désert saharien, dans l'histoire, est parcouru par plusieurs routes commerciales. Les 3 grands itinéraires transsahariens sont l'axe entre Aoudaghost et Fès, entre Gao, Tombouctou et le Mzab, et entre Bilma au Niger et Tripoli en Libye. Ces routes s'appuient sur les oasis relais tels Rissani, Ghadamès, et ce sont là des carrefours qui permettent le commerce, les échanges. Échanges des produits venus du nord comme la laine d'Égypte, les étoffes, les chevaux, les armes, les dattes, les perles, la verroterie de Venise, mais aussi les livres, et notamment le Coran, ce qui favorise l'expansion de l'islam en Afrique subsaharienne, échange contre des produits venus du sud, comme le sel, extrait des mines du nord du Mali et du Niger, les esclaves, l'ivoire et l'or de l'empire du Ghana. La pénétration des Européens au XVIIIe, puis la colonisation du continent africain au XIXe vont introduire plusieurs ruptures majeures. Le commerce transsaharien nord-sud se détourne au profit des comptoirs et des ports construits par les Européens. Au XIXe siècle, les villes du Sahara s'appauvrissent, et au milieu du XXe siècle, la fin de la colonisation entraîne la formation d'États indépendants. Le Sahara est partagé en quelques 10 États. Ces lignes juridiques sont des tracés au sol arbitraires qui freinent le nomadisme et entraînent des conflits territoriaux. Le premier conflit concerne le Sahara espagnol, qui devient en 1975 l'enjeu des rivalités entre Marocains, Mauritaniens et Algériens. Le deuxième conflit a lieu entre Libyens et Tchadiens autour de la bande d'Aouzou, que revendique Tripoli. Et le troisième conflit concerne les Touaregs au Mali et au Niger, qui s'élèvent contre des tracés de frontières qui entravent l'organisation de l'élevage et de la transhumance. Regardons maintenant une carte des implantations humaines dans le Sahara aujourd'hui. Dans les années 1950, seule la ville algérienne de Biskra, au port du désert saharien, dépassait les 50 000 habitants. Eh bien aujourd'hui, on compte plusieurs dizaines de villes de plus de 100 000 habitants, comme Laayoune au Sahara occidental, Radouni, Béchar, Kardaya, Ouargla ou Tamanrasset en Algérie, Saba en Libye, Arlit Akoban au Niger, Nouakchott, la capitale mauritanienne, dépasse par exemple les 700 000 habitants. Ce qui fait qu'en une trentaine d'années, le Sahara a gagné environ 5 millions d'habitants. On est passé d'un désert d'oasis à un désert de villes. Alors pourquoi un tel développement urbain? Je crois que la première raison, c'est l'exploitation des ressources. Le pétrole et le gaz en Algérie, en Libye, en Égypte, le fer en Mauritanie, Algérie, Libye, les phosphates au Sahara occidental, du cuivre en Mauritanie, de l'étain et de l'uranium au Niger.
L'exploitation de ces ressources a entraîné la construction d'infrastructures de transport, l'arrivée de travailleurs migrants, ou au contraire le maintien sur place des populations locales. Assirmel comptait 73 habitants en 1977 et elle en compte aujourd'hui 12 000. La deuxième raison à cet afflux de population est liée à la modernisation agricole. L'agriculture d'oasis basée sur les dattes et les arbres fruitiers s'est diversifiée. La construction de barrages, la diffusion des pompes à eau, l'entretien des canaux, l'irrigation à partir des nappes aquifères font que l'agriculture céréalière et les cultures maraîchères ont pu se développer. La Libye, par exemple, a fait construire la grande rivière artificielle entre Méditerranée et Koufra pour livrer de l'eau dans le désert. Sauf que les inconvénients du pompage des nappes fossiles sont très nombreux. Érosion, salinisation des sols, tout cela pour de faibles rendements, avec un prix de revient considérable à la production. Et puis la troisième raison du développement de ces villes, c'est lié au développement des échanges entre les États sahariens. Entre la Libye et le Tchad, la fin du contentieux territorial en 1994 a relancé les échanges. Un marché libyen s'est ouvert à Moussoro, au centre du Tchad, et la construction d'une route est prévue entre Koufra et N'Djamena, via Abéché, avec un embranchement vers le Niger. La relance des relations entre le Maroc et la Mauritanie dans les années 2000 a rendu possible la construction d'une route entre Nouakchott et Nouadhibou, dans la continuité de la route littorale, qui relie la frontière mauritanienne à Tanger. Le développement des échanges est aussi la conséquence des migrations. Alors changeons d'échelle. Le Sahara est au sud de l'Union européenne. Donc c'est un espace de transit pour les migrants venant de l'Afrique subsaharienne et se rendant vers l'Union européenne. Car en renforçant les contrôles des flux migratoires, l'espace Schengen a déplacé le problème en amont, c'est-à-dire le long du littoral du Maghreb et dans les villes du Sahara. Les routes transsahariennes sont les nouvelles routes de l'immigration de l'Afrique vers l'Europe. Elles partent du Sénégal, du Burkina Faso, du Tchad, du Soudan, pour déboucher sur le Maroc ou la Libye. Les migrants passent alors clandestinement par bateau vers les îles italiennes de Lampedusa, les îles espagnoles des Canaries, ou bien tentent de franchir à la nage les 14 kilomètres du détroit de Gibraltar. Il faut savoir qu'entre 1997 et 2001, on a compté 3300 cadavres repêchés. Les migrants en passent aussi par Ceuta et Melilla, ces deux enclaves espagnoles, donc européennes, en territoire marocain. On se souvient, en octobre 2005, de l'assaut de migrants africains sur ces enclaves, ce qui a conduit à la mort de plusieurs d'entre eux et à l'expulsion des autres par les autorités marocaines dans des conditions lamentables. Les villes d'Agadez, Tamanrasset, Sabah sont devenues des plaques tournantes de l'immigration africaine, les migrants y restant le temps de se constituer un petit pécule. Une économie de transit s'y met en place avec des restaurants, des cafés, des garages, des parkings pour les camions, des centres téléphoniques ou bien des centres pour faire des photos d'identité. Les villes sahariennes sont de plus en plus cosmopolites, avec en plus des populations locales, des cols blancs, des ingénieurs qui travaillent dans l'industrie d'extraction, des populations venues exploiter des terres ou exploiter les migrants d'Afrique subsaharienne. Alors, en reportant la pression migratoire en amont, l'Union européenne contribue à l'augmentation du nombre des migrants présents dans le Sahara. Ces gens-là sont alors exposés à plusieurs types de pressions, celle de l'Union européenne, celle des États où ils transitent, plus la xénophobie des populations locales, nationales, qui voient dans ces migrants des concurrents directs, embauchés pour de très faibles salaires sur des marchés de l'emploi déjà saturés. Donc on l'a compris sur cet espace que nous venons de décrire, des nouvelles routes de commerce, urbanisation des anciennes oasis, voies de transit des migrations des zones pauvres du monde vers les zones riches. On l'a compris, le Sahara n'a plus les moyens d'être un désert. Alors justement, sur ces questions très graves de migration, vous pouvez lire l'Atlas des migrations dans le monde qui est sorti chez Autrement. Et plus largement, sur le Sahara, vous pouvez lire Réalité d'un désert convoité de Jean Bisson aux éditions de l'Harmattan.